sans sachant toutes ces choses. OK. À propos, j'ai commencé d'enregistrer la réunion. OK, donc, comme je l'ai dit déjà, je voudrais se rappeler un peu quelque chose en regardant les espaces euclidiens, produits scalaires, quelques exercices. On se rappelle aussi l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Vous le savez? L'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Vous le savez? Je pense aussi que oui. Oui, parce que à l'aide de cet algorithme, je vous rappelle que dans le cas qu'on a un ensemble de vecteurs linéairement indépendants, on peut construire un ensemble de vecteurs orthogonaux. Oui, c'est ça à quoi nous aide cet algorithme. Toutes ces choses sont importantes, oui, et je voudrais les rappeler un peu avec vous. Et puis, on passe aux formes quadratiques et on va faire dans ce soir la méthode des transformations orthogonales. Mais on a beaucoup de travail parce que c'est un chapitre très intéressant, je considère. Bon, donc, OK. Doamna? Oui. Ne puteți da link-ul, vă rugăm, în conversație pentru a-l putea trimite pe grupul clasei, cum ar veni? Pentru că sunt străini care nu știu cum să se conecteze. Ok, imediat. Mai puțin. Mulțumesc! Ok. Ia vedeți dacă este ok. Immédiat vérifique. Vérifier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ceux qui sont étrangers et peut-être on n'a pas compris ce que j'ai discuté à votre collègue? Il m'a demandé de donner le lien de cette chaîne pour les étudiants qui ne sont pas inscrits. C'est en règle? E în regulă? Cred că da, imediat, pentru că aștept să deschidă WhatsApp-ul să pot trimite să văd dacă e link-ul întreg. Ah, ok. Ok. Bon. Bon. Nous allons avec notre matière. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Espace euclidien. Bien sûr, ça inclut les produits scalaires et toute la théorie que nous avons pour ce chapitre. Et bien sûr, c'est un bon moment de parler des formes quadratiques. C'est une longue discussion, mais on la commence aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qu'il sujet si on commence avec un espace vectoriel V? Bon. Un espace euclidien, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Bien sûr, V doit être un espace vectoriel de dimension finie. Oui, dirons que V c'est un espace vectoriel sur K, où K c'est un corps, alors la dimension de V doit être finie, dirons, je ne sais pas, égale à N. Ok, un espace euclidien, je répète, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Et vous avez fait au cours des exemples différents de produits scalaires. L'exemple le plus connu, je suppose, c'est... Oui, ok, on va poser des exemples de produits scalaires.
des produits scalaires. Pour se rappeler un peu du cours, l'exemple le plus connu, c'est dans la situation quand V c'est R puissance n, et le produit scalaire canonique, c'est, par exemple, si nous avons deux vecteurs V1 égale à x1, x2, ainsi de suite, xn, et V2 sera y1, y2, ainsi de suite, yn. Alors, le produit scalaire entre V1 et V2, vous savez déjà, c'est x1, y1 plus x2, y2, et ainsi de suite jusqu'à xn, yn. Oui, c'est le produit scalaire le plus connu. Mais, parce que vous avez travaillé au cours avec des autres espaces vectoriels comme, par exemple, je ne sais pas, l'espace des matrices. Si je prends deux matrices carrées, dirons, et je prends, je ne sais pas, A et B, alors je peux définir le produit scalaire entre A et B sous la forme suivante, comme trace, et j'espère que tout le monde sait ce qu'il signifie trace, de la transposée de A fois B. OK? C'est un autre encore de produit scalaire. Un autre exemple, le troisième. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, dirons les fonctions continues définies sur l'intervalle moins pi, dirons pi, à valeur réelle f fonction continue. Ce que je définis, c'est un ensemble qui a une structure d'espace vectoriel. Et si je prends deux fonctions, dirons f et g de v, alors on peut définir le produit scalaire entre f et g comme intégrale de moins pi à pi de f de x fois g de x dx. OK? Bon, ce sont trois exemples de produits scalaires. Je voulais vous donner quelques exemples pour se rappeler un peu ces choses. Et maintenant, on continue avec notre discussion. Nous rappelons aussi que on peut définir la norme d'un vecteur. OK? Alors, si en général, si j'ai un espace euclidien et V un vecteur de V, alors on définit la norme de V comme racine carrée du produit scalaire de V avec lui-même. Et ce que j'écris là-bas s'appelle la norme de V. Je suis sûre que ma collègue vous a défini déjà la norme d'un vecteur. La norme plus connue que vous savez, c'est sûrement la norme euclidienne. Celui-ci, où si je prends bien sûr R puissance n et un vecteur des coordonnées x1, x2, xn, comment on calcule sa norme? Qui me peut dire? Qui me peut dire? Si j'ai R puissance n, OK? Et un vecteur des coordonnées x1, x2, xn. La norme de V, comment, avec de l'aide de laquelle formule se calcule? C'est racine carrée de première coordonnée au carré plus deuxième coordonnée au carré plus le énième coordonnée au carré. Exactement. Donc, vous savez ces choses. D'accord? Oui. Bon, très bien. Une autre chose que je veux rappeler avec vous, et puis on commence à faire des exercices,
c'est, par exemple, si j'ai deux vecteurs, donc je suis aussi dans le cas général, ok, je prends un espace euclidien. Cette fois-ci, on prend deux vecteurs, dirons V et V1, je les dénote, et V2 du V. Et je veux calculer le cosinus de l'angle fait par V1 et V2. Donc, dans ce cas, je vous rappelle la formule. J'ai comme le cosinus, c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs sur la norme de V1 fois la norme de V2. D'accord? Je suis sûre que vous savez cette formule aussi. Encore une formule que je veux vous rappeler, c'est la formule de la distance. La distance entre V1 et V2 se calcule avec de l'aide de la formule norme de V1 moins V2. Oui, et ce que je définis, c'est la distance entre V1 et V2. Et un autre, si j'ai aussi deux vecteurs, dirons V1 et V2, alors la projection de V2 sur V1 se calcule avec de l'aide de la formule, c'est le produit scalaire entre V1 et V2, tout sur la norme de V1 au carré fois V1. OK? Et ce que je définis s'appelle la norme, la projection, excusez-moi, la projection de V2 sur V1. Bon, à l'aide de toutes ces choses, on va faire des exercices, quelques exercices simples, mais pour se rappeler les formules mieux. Et puis on commence avec des autres choses, on continue avec des autres choses. Mais avant de tout, prenons un exercice simple. Si je prends par exemple V, soit l'espace des matrices carrées, ayant deux lignes et deux colonnes, si je définis le produit scalaire de A et B, comme j'ai dit déjà, comme trace de la transposée de A fois B, alors calculer la norme de A, la norme de B et le cosinus de l'angle fait par A et B pour les matrices A, où A c'est la matrice des coordonnées 1, 0 et 1, 2, et B c'est la matrice des coordonnées 1, 3 et 1, 0. D'accord? Très vite, on va faire cet exercice pour se rappeler un peu les formules. OK. Donc, solution. On commence avec la norme de A. La norme de A, si j'applique la définition, sera racine carrée du produit scalaire entre A et ce même. Mais le produit scalaire entre A et A, si j'applique la définition du produit scalaire pour notre espace euclidien, ça va faire sera la transposée de A fois A. OK. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est
de calculer le produit entre la transposée de A et A, et puis de calculer trace de ce produit. Donc, commençons le travail. Et je vous demande d'être attentif au calcul, mais excusez-moi si j'ai la transposée de A, alors j'ai 1, donc la transposée, tout le monde sait ce qu'il signifie, je suppose. Donc 1 et 0, 2. Donc, j'ai cette matrice multipliée par 1, 0, 1, 2. OK, on fait vitement le produit. Sur la position 1, 1, on a 2. Puis, sur la position 1, 2, qu'est-ce que nous avons? Sera aussi 2, je vois. 2 et 4. Que ce sont corrects les calculs? Vérifiez-les, s'il vous plaît, pour ne faire pas des erreurs. C'est bien. Bon, et maintenant, si nous venons plus haut, donc, quand je calcule le produit scalaire entre A et soi-même, qu'est-ce que nous obtenons alors? Quelle sera la valeur? Trace, vous savez qu'est-ce qui signifie trace d'une matrice, non? C'est la somme des éléments qui se trouvent sur la diagonale principale. Donc, dans notre cas, sera 2 plus 4, alors c'est 6. Et si je viens là-bas où j'écris la formule pour la norme de A, donc nous obtenons que la norme de A c'est égal à racine carrée de 6. OK. Sur la même forme, calculons très vite et la norme de B. La norme de B se calcule sous la même forme comme celui pour A. Donc, calculons et le produit scalaire de B avec soi-même. Bon, c'est... Je dois écrire avant de tout, c'est la transposée, c'est trace de B transposée fois B et calculons ci-dessous, dirons B transposée, mais non, B transposée fois B nous donne la matrice 1, 1 et 3, 0 fois, excusez-moi, fois B, bien sûr, on l'écrit. Très vite, nous calculons. Nous obtenons 2, 3 et 9. Excusez-moi, j'ai attrapé un rhume et c'est pourquoi j'ai des problèmes. OK, donc en revenant, trace de la transposée de B fois B nous donne égal à 11 et tout ça sera racine carrée de 11. OK, et pour finir l'exercice, nous avons besoin aussi de calculer le cosinus de l'angle entre A et B. Si on applique la formule générale, ça signifie que tout ça sera le produit scalaire entre A et B, tout sur la norme de A fois la norme de B. Mais la norme de A et la norme de B, on a calculé déjà. Tout ce qu'il reste,
c'est de calculer le produit scalaire entre A et B. Mais en utilisant la forme de définir le produit scalaire pour l'espace des matrices, tout ça sera trace de la transposée de A fois B. Et si nous calculons, disons, là-bas, le produit entre les deux matrices, la transposée de A, c'était 1, 1 et 0, 0, 2. B, c'est la matrice 1, 3, 1, 0. On fait le produit très vite. Et qu'est-ce que nous donne? Sera 2, puis 3, 2 et 0. C'est bien? Vérifiez-vous les calculs. Oui, c'est bien. Et la trace sera égale à combien? 2. 2. D'accord. Donc, si nous venons en venant plus haut, où j'écris déjà la formule pour cosinus, donc tout sera égal à 2 sur la norme de A, c'était racine carrée de 6 fois la norme de B, combien j'ai obtenu, c'est racine carrée de 11. Et bien sûr, ok, si nous voulons, on peut écrire encore une fois, c'est 2 sur racine carrée de 66 et on a fini. Bon, des questions? C'est un exercice simple, mais j'ai voulu vous rappeler encore une fois les formules principales et bien sûr de les utiliser pour la situation quand on a l'espace des matrices. Ok. S'il y a des questions, s'il vous plaît, toujours vous pouvez intervenir et poser des questions. Ne me dérangez pas. Bon, comment devoir, donc exercice devoir, on va poser ici. Essayez vous-même de faire l'exercice suivant. Okay, donc, en utilisant les mêmes choses, mais on change l'espace vectoriel. Si on prend donc, dirons, soit V, l'espace des fonctions définies sur l'intervalle 0, pi sur 2, à valeur réelle f continue, donc, je définis V sous cette forme. Et si F et G sont des éléments de V, donc deux fonctions, on va définir le produit scalaire entre F et G comme intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x fois g de x. Bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux demander? Vous demander, c'est de calculer. Donc, calculer à la maison, bien sûr, la norme de f, la norme de g, la distance entre f et g et le cosinus de l'angle fait par f et g pour f de x égale à sinus de x et g de x soit cosinus de x. Ok? Donc, pour à la maison, faites
cet exercice pour vérifier si vous avez compris ce qu'on a discuté. Et bien sûr, ces choses, vous avez déjà fait au cours de il y a quelques semaines, je suppose. Bon, et maintenant, très vite, je vous propose de se rappeler un peu l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt et de faire quelques exemples pour vérifier si tout le monde se rappelle. Donc, algorithme, comme un petit titre, algorithme on va apprendre d'orthonormer aussi, alors je vais effacer et j'écris donc l'algorithme d'orthonormalisation parce que je veux parler et des ensembles orthonormés. Donc l'algorithme d'orthonormalisation. De Gram-Schmidt. Ok. Pour se rappeler un peu ce que vous avez fait au cours. Donc, quelle était l'idée principale? Cet algorithme est utile quand on a, dirons, soit V, un espace euclidien, et où la base c'est U euclidien, et dirons V1, V2, et ainsi de suite, Vn, un ensemble des vecteurs linéairement indépendants. Ok, un ensemble de vecteurs linéairement indépendants. Ok. Qu'est-ce que je veux? C'est de déterminer, en partant de cet ensemble de vecteurs, je veux déterminer un ensemble orthogonal, un ensemble avec des vecteurs orthogonaux. Mais je n'ai pas dit. Peut-être il y a quelqu'un qui me peut aider. Qu'est-ce qu'il signifie que deux vecteurs, dirons V1 et V2, sont orthogonaux? Quand je dis que V1, V2, deux vecteurs en général, sont orthogonaux. Quand ils sont perpendiculaires et il y a la norme 1. Bon, la norme, ce n'est pas important quand on parle des vecteurs orthogonaux, mais quand ils sont perpendiculaires. Orthogonaux, perpendiculaires, c'est la même chose, à propos. Le produit scalaire est égal à 0. Exactement, le produit scalaire, c'est égal à 0. Ok, donc vous savez. Bon, rappelons-nous très vite les formules, ok, parce que ce sont des formules. Donc, nous voulons construire, en partant de cet ensemble, un autre ensemble, mais avec des vecteurs orthogonaux, on les dénote U1, U2, UN, dirons. Mais, si vous vous rappelez, toujours U1 sera le premier vecteur, V1. Puis, U2, comment on le trouve? Bon, on le trouve à l'aide de la formule sera V2 moins la projection de V2 sur U1. Je préfère décrire encore un vecteur U3, dirons.
Je vous rappelle, sera V3 moins. Cette fois-ci, sera la projection de V3 sur U1 moins la projection de V3 sur U2. Et maintenant, je crois qu'on peut poser ainsi de suite. U1 sera qui croyez? Vn moins la projection de Vn sur U1 moins la projection de Vn sur U2 et bien sûr ainsi de suite jusqu'à la projection de Vn sur U indice N-1. À propos, comment votre professeur a dénoté au cours la projection d'un vecteur sur un autre vecteur? Quelle notation elle a utilisée? Le même que celui-ci. Ah oui, bon, merci pour me confirmer. Je n'ai pas vu le cours, c'est pourquoi je vous demandais pour garder la même notation. Ok, donc c'est ça. Mais en appliquant ces formules, qu'est-ce que j'ai fait? Les nouveaux vecteurs, ou 1 ou 2, ainsi de suite, forment un ensemble de vecteurs orthogonaux jusqu'à maintenant. Des vecteurs orthogonaux. Ok, vecteur, ensemble de vecteurs. Des vecteurs orthogonaux. Orthogonaux. Mais si je veux aussi déterminer un ensemble orthonormé, qu'est-ce qu'on va faire? On prend, disons, les vecteurs F1, F2 et ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, en partant de cet ensemble de vecteurs orthogonaux, pour obtenir un ensemble de vecteurs orthonormés, quelle était l'idée? On va normaliser. Oui? Donc, F1 sera U1 sur la norme de U1, F2 sera U2 sur sa norme et ainsi de suite. Ce que j'ai fait là-bas, c'est de normaliser les vecteurs de l'ensemble U1, U2, UN. Vous savez cette idée d'obtenir des vecteurs de norme 1, n'est-ce pas? Oui. Bon, et maintenant que nous avons rappelé l'algorithme de Gram-Schmidt, je vous propose de faire un exemple ou deux en l'utilisant. Mais immédiatement, pour trouver quelque chose. Ok. Bon. Je préfère de ne prendre pas R puissance n. Je suis sûre que vous avez travaillé assez avec ma collègue, avec R puissance n. Elle m'a dit que vous êtes habitué avec R puissance 2, R puissance 3, peut-être R puissance 4. Mais je voudrais choisir des vecteurs, mais d'autres espaces vectoriels. Et nous prenons cette fois-ci, par exemple, je vais prendre V. R indice N. Mais non, on ne prend pas en général. Ok, je vais prendre seulement R2. Vous savez qui est R indice de X, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est le polynôme de degré maximum 2.
OK. Et on définit, bien sûr, on prend deux polynômes, disons P et Q du R de X, mais on définit le produit scalaire, cette fois-ci, entre les deux polynômes comme intégrale de 0 à 1 de P de X fois Q de X dx. Bon, qu'est-ce que je veux ici, c'est de trouver une base de orthonormée. On peut écrire ainsi, donc orthonormée, la base canonique, ok, du R de X. Maintenant, la première question pour vous, c'est qui est la base canonique de R de X? Si j'ai l'espace de polynômes. Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, l'énoncé de cet exercice nous demande de orthonormer la base canonique du R de X. Mais la question maintenant, c'est qui est la base canonique du R de X? 1, X et X carré. Oui, très bien. Donc, la base canonique, vous savez déjà, c'est 1, X et X carré. OK, la base canonique. Parce que c'est une base, alors sûrement c'est aussi quoi? Un ensemble linéaire indépendant. Bon, mais je doute que c'est un ensemble de vecteurs, c'est un ensemble orthonormé. Donc, commençons d'appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt. On va construire des autres vecteurs, diront, je ne sais pas, P1, P2, P3, tels que les nouveaux vecteurs seront orthogonaux. Parce que l'algorithme de Gram-Schmidt, c'est ça ce qu'il fait, d'obtenir des vecteurs orthogonaux. OK. Donc, si on applique l'algorithme, on a parlé déjà, il signifie que P1 sera égal à 1, P2 sera égal à qui? Sera égal à X moins la projection de X. Sur qui? Sur P1. Oui, si j'applique l'algorithme de Gram-Schmidt dans notre cas. C'est vrai? Oui. Oui. Bon, mais la projection, on applique bien sûr la formule. La projection d'un vecteur sur un autre vecteur, c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs. Mais P1, c'est qui? C'est 1, donc sera le produit scalaire de X avec 1, tout sur la norme de P1, donc la norme de 1, on peut écrire directement tout au carré fois 1. OK, bien sûr, quand on fait les calculs, si on calcule la norme de 1, qu'est-ce que nous donne? Sera
intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Ça fait immédiatement combien? 1. Donc, tout ça sera égal à x moins le produit. Oui. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Bon. Ok, donc continuons. Sera x moins. Le produit scalaire entre x et 1, c'est à l'aide de la formule intégrale de 0 à 1 de x. Et bien sûr, un intégrand sera x carré sur 2 de 0 à 1. Et j'obtiens très vite x moins 1 demi. Et voilà P2. Et le dernier vecteur, P3, en appliquant la formule, sera x carré moins la projection de x carré sur P1 moins la projection de x2 sur P2. Ok. Donc, x2, la projection de x2 sur P1. Nous avons déjà calculé la norme de 1. Je vois qu'on aura besoin de la norme de P2. Et je vous propose de calculer sa norme aussi. Donc, sera intégrale de 0 à 1 de... Quand je calcule la norme de P2, ça signifie que j'ai x fois x, donc x carré dx, et en intégrant tout ça me donne 1 sur 3. Ok. Alors, je reviens. Donc, la projection de x2 sur P1, c'est le produit scalaire entre x2 et 1. Tout sur la norme de 1, mais je le sais déjà, fois 1, moins, fois là-bas, moins la projection de x2 sur P2, ça me donne le produit scalaire entre x2 et P2, mais P2 c'est aussi x2. La norme de P2, j'ai calculé déjà sa valeur, c'est 1 tiers, fois qui? Fois P2, c'est-à-dire fois x2. Ok, on continue les calculs. Et nous obtenons x carré moins. Maintenant, le produit scalaire entre x2 et 1 sera intégral de 0 à 1 de x carré. Ça, c'est simple de calculer. Moins le produit scalaire entre x2 avec lui-même, c'est intégral de 0 à 1 de x puissance 4. Tout sur un tiers, ça fait 3 fois cette intégrale. Ce sont des choses simples. Ok. Et tout fois x carré. Donc, x carré moins 1 tiers très vite, moins 3 fois x puissance 4, 4 intégré, j'espère que tout le monde sait de calculer un intégral comme ci. Ouais. C'est 1 sur 5 fois x carré et donc fois x carré. Et si je remarque, j'ai déjà x carré, donc sera le coefficient de x carré, c'est 1 moins 3 sur 5. Ça me donne 2 sur 5 x carré moins 1 tiers. Bon, donc en appliquant l'algorithme de Gram-Schmidt, jusqu'à maintenant, j'ai obtenu P1, P2, P3, un ensemble de vecteurs, mais des vecteurs orthogonaux. La question maintenant, ces 3 vecteurs, parce que l'exercice nous demande d'orthonormer la base canonique. La question maintenant, les 3 vecteurs
ont la norme, chaque vecteur a sa norme égale à 1. Bon, pour P1, évidemment, sa norme c'est égal à 1. Mais vérifions pour P2. OK? Je dois vérifier pour P2 et P3. Si les deux ont aussi leur norme égale à 1, c'est parfait. Mais il faut vérifier. Donc, la norme de P2, en calculant sa valeur, nous donne intégrale de 0 à 1. Et P2, parce que P2 c'est x moins 1 demi, j'obtiens intégrale de 0 à 1 de x moins 1 sur 2 puissance 2. Donc, tout nous donne égal à intégrale de 0 à 1 de x carré moins x plus 1 sur 4. Et en intégrant, nous obtenons, c'est facile, on peut écrire directement 1 sur 3 moins 1 sur 2 plus 1 sur 4. Ok, si on fait un peu les calculs, on apporte au même dénominateur, donc 4, 6 et 3. Et qu'est-ce que nous obtenons? Sera 1 sur 12, c'est correct? Je pense que oui. Bon, merci pour feedback. Ok, donc c'est différent en la norme. Alors, pour obtenir un vecteur de norme égale à 1, pour P2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire, je ne sais pas, Q2, où Q2 sera P2 sur la norme de P2. Donc, on va normaliser. Vous êtes habitué aussi, je suppose, avec cette procédé, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc P2 sur sa norme nous donnera très vite 12 fois x moins 1 demi. Et tout ça me donne 12x moins 6. Et voilà Q2. Et pour finir, il faut prendre la norme de P3. Mais P3, c'est où? Ah, ok, là-bas. Bon, donc, sera intégrale de 0 à 1 de 2 sur 5 fois x carré moins 1 tiers, tout au carré nous donnera. Ok, donc, quand on calcule tout au carré, nous obtenons 4 sur 25, x puissance 4, moins 4 sur 15, x carré, bien sûr, plus 1 sur 9. Pardon, j'ai... Ok. Bon, et nous avons obtenu cette intégrale. On intègre très vite parce que ce sont des fonctions simples. Et nous donnera 4 sur 125 moins 4 sur x puissance 2 intégré sera x puissance 3 sur 3. Mais calculer de 0 à 1, c'est un tiers. Donc, 3 fois 15 nous donne 45. Et le dernier, c'est 1 sur 9. Ok, évidemment, ça c'est différent à 1. Calculez très vite. Je vous laisse de faire ces calculs sont simples. Faites-les très vite et dites-moi le résultat final parce que nous avons besoin de la norme. Et parmi vous,
vous faites les calculs, je prépare maintenant quelques exercices avec des formes quadratiques et on va appliquer maintenant la méthode de transformation orthogonale parce qu'on a tout pour discuter de ces choses. Oh, finissez-les. C'est un calcul simple, non? Il faut apporter au même dénominateur et... Soixante et un sur 1185. Donc, au numérateur, qu'est-ce que tu as obtenu? 61. 60. Oui. 60 et 1 sur 1185. 85. J'écris correctement? 1125. 1100? Da, 25. Ok, j'ai compris. Mais 85 ne signifie pas ce que j'écris? Am spus eu greșit a doua oară. Prima dată am spus corect și a doua oară am greșit. Ok, merci. Bon, mais c'est évidemment que c'est différent à 1, donc sa norme c'est quelque chose de différent à 1 et je dois normaliser pour obtenir, bien sûr, un vecteur de norme égal à 1. On pose Q3, dirons, où Q3 sera P3 sur la norme de P3. D'accord, et nous obtenons 1125 sur 61 fois P3. P3, c'était 2 sur 5, x carré moins 1 tiers. Et si on dénote aussi Q1 comme P1, où P1 c'était 1, donc on a obtenu enfin, après tous ces calculs, ok, j'essaie de tirer un peu la page. Donc, après toutes ces choses, on a obtenu un ensemble Q1, Q1, Q2, Q3, une base orthonormée de du R2 de X. Et on a fini. Ok. Des questions? Non. Bon, continuons alors avec des formes quadratiques. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, on va commencer de parler. Aujourd'hui, je voudrais parler seulement de la méthode de transformation orthogonale. Parce que après ça, j'espère qu'on aura assez de temps pour continuer avec de quoi? Aussi des espaces euclidiens, parce qu'il y a aussi des exercices intéressants. Est-ce que vous avez parlé au cours et au séminaire des compléments orthogonaux, du complément orthogonal d'un espace vectoriel? Je pense que non. Non? Je ne m'exprime pas. Ok, je n'ai pas eu de temps pour parler avec ma collègue, mais d'habitude, ce sont des choses qui sont faites à l'algèbre linéaire. Bon, mais ok. Pour le moment,
continuer avec des formes quadratiques et si on a du temps aujourd'hui, on continue avec des autres choses. Donc, comme un petit titre, on pose forme quadratique. Et sans des explications, parce que théoriques bien sûr, on va faire des exercices où, à l'aide de la méthode de transformation orthogonale, on va apporter quelques formes quadratiques à leur forme canonique. Pour apporter une forme quadratique à sa forme canonique, il existe plusieurs méthodes. Là, celui avec les transformations orthogonales, mais il existe aussi la méthode de Gauss et il existe une autre méthode, la méthode de Jacobi. Vous avez fait toutes les trois méthodes? Oui. Bon, alors c'est parfait parce qu'on peut discuter de chaque méthode. Ok. Donc, l'énoncé, c'est d'apporter à la forme canonique les formes quadratiques suivantes. En utilisant la méthode des valeurs propres. C'est la même chose, des transformations orthogonales ou la méthode des valeurs propres, comme vous préférez. La méthode de transformation orthogonale. Les formes quadratiques sont les suivantes. Ah. Attendez un peu parce que j'ai... Oups. Ok. F de xy sera égal à moins 2x carré plus 4xy plus y carré, ou bien sûr f est défini sur r carré à valeur réelle, et au point B, on prend f de x, y, z égale à 2x carré plus 2y carré plus 2z carré plus 2xy plus 2yz plus 2xz. Mais à ce terme, c'est z. J'espère que c'est clair. Ok, commençons pour chaque forme quadratique. À propos, qu'est-ce que vous avez fait à l'algèbre linéaire cette semaine? On a commencé de la géométrie. La géométrie, ok, très bien. Bon, merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première étape?
Ok, dirons. Avec la méthode de transformation orthogonale, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la matrice associée à notre forme quadratique. Bon, qui me dit quelle est la matrice? Moi, 2, Oui. 2 et 1. Donc, là-bas, j'ai voulu, OK, sur la diagonale principale. Donc, c'est moins 2. C'est une matrice symétrique, donc c'est 2, 2. Et bien sûr, à la position de 2, c'est égal à 1. Bon, maintenant, l'étape suivante, c'est de déterminer les valeurs propres de la matrice A. OK, on va faire ça. J'espère que les calculs seront plus simples que les calculs qu'on a fait la semaine passée. Si vous vous rappelez, je n'ai pas vérifié à la maison avant de votre leçon les calculs et vous avez vu, on a obtenu des calculs très longs. Mais je suis sûre que ce n'est pas le cas maintenant. Donc, calculons très vite le polynôme caractéristique. Moins 2, moins lambda, 2, 2, 1, moins lambda, j'obtiens moins 2, moins lambda fois 1 moins lambda, moins 4. Donc, nous obtenons lambda carré, puis sera moins lambda plus 2 lambda et moins 2, moins 4. Et enfin, sera lambda carré plus lambda moins 6. Ok, tout égale à 0. Quelles sont les deux valeurs propres dans ce cas? Je vous laisse de calculer, mais c'est facile. Hein? Moins 3 et 2. Très bien. Moins 3 et 2. Ok, dirons lambda 1, lambda 2, lambda 1 soit moins 3, lambda 2 soit égal à 2. Ok, très vite, on commence de calculer les espaces vectoriels propres associés à chaque valeur propre. Pour V lambda 1, c'est V du R puissance 2 tel que A fois V soit égal à lambda 1 fois V. Si V c'est du R carré, alors V sera de la forme, sera un vecteur colonne. Donc, A fois V, quand je fais A fois B, j'ai moins 2A plus 2B, tout égal à moins 3A. Donc, nous donne un système, bien sûr. Et la deuxième équation, c'est 2A plus B, tout égal à moins 3B. Ok, ça sera équivalent si on apporte tout à gauche, nous donne A plus 2B égale à 0 et pour 2A plus 4B égale à 0. Mais regardez un peu, la première et la deuxième sont la même équation, non? Parce que la deuxième équation s'obtient en multipliant la première par 2. Ok, donc d'ici j'obtiens que A égale à moins 2B. Alors, si nous venons là-bas, j'ai obtenu que V lambda 1 sera formé par le vecteur de la forme moins 2B. Je pose en place de A, B, je le laisse, et B c'est
réel quelconque. OK. Et maintenant, combien c'est la dimension de V lambda 1? C'est 1. Oui. Et en vecteur, dirons V1 du V lambda 1 sera combien? Moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Bon, mais la théorie nous dit que pour chaque espace propre, j'ai besoin des vecteurs qui forment une base orthonormée. Bien sûr, j'ai un seul vecteur dans la base, parce que notre espace vectoriel est engendré seulement par un vecteur. OK, mais ce vecteur, si vous regardez, n'a pas la norme égale à 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on construit, dirons, Q1, mais comment on le construit? On va normaliser V1, n'est-ce pas? Donc, sera, bien sûr, on prend le produit scalaire canonique pour R puissance 2 et la norme de V1 sera combien? Qui me dit? Combien c'est la norme de V? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Racine de 5. Exactement. Donc, Q1 sera moins 2 sur racine carrée de 5 et 1 sur racine carrée de 5. Bon. Dites-moi V lambda 2. V lambda 2. OK. Ce sont les vecteurs du R carré tels que AV égale à lambda 2 fois V. J'obtiens un système. Cette fois-ci, le système sera moins 2A plus 2B. Tout égal à, mais lambda 2, c'était combien? C'était égal à 2. Alors, sera 2A. Et la deuxième équation, c'est 2A plus B, tout égal à 2B. Et c'est équivalent à 4A plus 2B égale à 0. Et la deuxième équation nous donne 2A moins B, mais j'ai calculé correctement. Quelque chose pas me paraît... La première équation est fausse parce que c'est moins 4A. Oui, c'est moins 4A. Oui, merci. Là-bas, c'est moins. Oui, oui. Il me manque le minus. OK. Mais si vous regardez la première et la deuxième, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, je prends la deuxième, d'où B égale à 2A. Et en revenant, nous donne que V lambda 2 est formé par le vecteur de la forme A 2A avec le A réel quelconque. Bon, évidemment, la dimension, c'est aussi égal à 1. Et un vecteur, dirons V2, tel que V lambda 2 soit engendré par ce vecteur. En 2. En 2. Dans ce cas, je construis Q2, mais Q2, vous savez déjà, dans la même manière, nous donne 1 sur racine carrée de 5 sur 2 sur racine carrée de 5. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on va faire avec les deux vecteurs Q1, Q2. Il faut faire un changement de variable. Comment? On construit P, la matrice ayant comme colonne les vecteurs Q1, Q2, donc P sera la matrice moins 2 sur racine carrée de 5
1 sur racine carrée de 5, 1 sur racine carrée de 5 et 2 sur racine carrée de 5. Et avec cette matrice, vous savez, il faut faire un changement de variable. Comment on va faire le changement de variable? Notre forme quadratique, elle est écrite en x et y, mais on va changer les coordonnées. Les nouveaux, on peut les dénoter, je ne sais pas, par y1 et y2, je ne sais pas exactement les notations utilisées au cours. Comment a dénoté ma collègue? Je pense qu'on utilise U1 au V1. Ah, ok. Donc, elle n'a pas utilisé X, Y. C'est pas grave si on utilise ça parce que c'est compréhensible. Oui, évidemment, c'est pas grave. Ce sont des choses évidentes, non? Ok, donc on fait ce changement. Nous connaissons qui est P et à l'aide de ce changement, immédiatement, la forme quadratique dans les nouveaux coordonnées, elles deviennent comment? Donc, en regardant un peu, moins 2 racine carrée sur 5 et 1 sur racine carrée de 5, c'est le vecteur du V lambda 1. V lambda 1, c'était lambda 1, c'était moins 3. Alors, je dois l'écrire comme moins 3 y1 carré plus 2 y2 carré. OK? Mais c'est clair pour tout le monde comment j'écris f de y1, y2? Quelle est l'idée principale? L'idée, c'est donc, dans les nouveaux coordonnées, la forme quadratique s'écrit de la forme lambda 1 y1 carré plus lambda 2 y2 carré plus ainsi de suite. Dépend combien de variables, il dépend combien de variables nous avons. OK, mais comment on choisit les coefficients de y1 carré plus y2? Je regarde là-bas, par exemple, la première colonne de P, c'est un vecteur associé de V lambda combien? De lambda 1 dans notre cas. C'est vrai? Bon, alors je viens et j'écris pour y1, le coefficient sera lambda 1, c'est-à-dire moins 3 dans notre cas. Je continue. Pour y2, je vais dans la matrice P et je regarde la deuxième colonne. C'est un vecteur du V lambda combien? Dans notre cas, c'est de V lambda 2. Alors, lambda 2 doit être le coefficient de y2 carré. Et si nous avons plusieurs de variables, on continue sous la même forme. C'est clair maintenant? Oui. Non. Bon, et on a fini pour le point A. Pour le point B, sous la même forme, on va faire. Donc, commençons les calculs. Mais je n'ai pas en face la forme quadratique. Ok, je l'ai trouvée. Bon, on écrit immédiatement la matrice. Qui me peut la dire? Mais sur les lignes, la première ligne, la deuxième et ainsi de suite. Pour le point B. 2, 1, 1. Oui. 1, 2, 1. Et 1, 1, 2. 1, 1, 2. OK. Maintenant, les valeurs propres. Parce que je veux vous poser de faire quelque chose.
S'il vous plaît, très vite, déterminez les valeurs propres. Les calculs sont simples. Ne vous inquiétez, on n'a pas une matrice comme on a eu la semaine passée où, vous savez, ceux qui sont venus au séminaire, à notre leçon, on a eu une matrice telle que c'était impossible de déterminer ces valeurs propres. Mais ce n'est pas le cas. Okay. Donc, je vous laisse de faire les calculs. Ok. Il y a quelqu'un qui a obtenu quelque chose? Moi, 3 à la puissance 3. Dites-moi directement les valeurs propres. Ah, j'ai fait seulement le polynôme caractéristique. Ah, ok. Je te laisse encore une minute. Pour l'exercice précédent, les choses ont été simples parce que chaque espace vectoriel propre, c'était de dimension 1 et on n'a pas eu l'occasion d'appliquer Gauss, Gram-Schmidt pour obtenir une base orthonormée s'il est le cas. Mais à cet exercice sera différente. J'ai fini. Les valeurs sont 1 et 4. Oui, très bien. Et j'ai besoin, c'est important de savoir leur multiplicité algébrique. Donc, lambda 1, diront, c'est 4, diront. Quelle est la multiplicité algébrique de 4? C'est 1. Oui, très bien. Et lambda 2, c'est égal à 1 avec la multiplicité algébrique? 2. Oui, très bien. Oui. Commençons très vite de calculer les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels propres. Cette fois-ci, V lambda 1 sera V du R puissance 3 tel que A fois V, c'est lambda 1 fois V. Ok, V, on le dénote par A, B, C, une matrice colonne, et nous obtenons un système 2A plus B plus C égale à 4A. On écrit aussi et les autres équations.
A plus 2B plus C égale à 4B. Et A plus B plus 2C égale à 4C. Ou, si on écrit encore une fois, nous donne, excusez-moi, donc nous donne moins 2A plus B plus C. Excusez-moi, je vous ai dit que j'ai attrapé un rhume. C'est une période pour ce type de problème. Ok. La deuxième équation, c'est A moins 2B plus C égale à 0. Et la dernière, A plus B moins 2C, tout égale à 0. Ok. Qu'est-ce que nous obtenons dans cette situation? Par exemple, si je prends, je ne sais pas, les premières deux équations, et qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux prendre la deuxième, multiplier la par moins 1 et ajouter à la première. Dans ce cas, C se peut réduire et nous donne moins 3A plus 3B égale à 0, d'où immédiatement A égale à B. Ok. Et si on remplace n'importe pas dans laquelle équation, dirons dans la première, si A égale à B, de la première équation, dirons, nous donnera que moins A plus C, c'est égal à 0, d'où on remarque que C, c'est aussi égal à A. Alors, en revenant, on a obtenu que V lambda 1, ce sont les vecteurs de la forme A, avec A quelconque. Bien sûr, un vecteur du V lambda 1, j'ai besoin d'un vecteur qui engendre V lambda 1. C'est qui? A. Oui, c'est une possibilité, ce n'est pas l'unique. Mais je remarque que V1, ce n'est pas un vecteur avec la norme 1. Donc, bien sûr, vous êtes habitué déjà. J'ai construit Q1 qui sera V1 sur la norme de V1. Donc, 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3 et 1 sur racine carrée de 3. Et j'ai fini avec V lambda. Bon, continuons avec V lambda 2, sous la même forme. De même forme. Cette fois-ci seront les vecteurs AV tels que lambda 2, c'est égal à V, nous donne le système, j'écris directement le système, c'est 2A plus B plus C. Mais cette fois-ci sera égal à A. A plus 2B plus C égale à B. Et A plus B plus 2C, c'est égal à C. Ou équivalent, nous obtenons le système A plus. Mais regardez qu'est-ce que nous obtenons quand nous apportons tout à gauche. La même équation toujours, n'est-ce pas? A plus B plus C. OK. Donc, A plus B plus C égale à 0. OK. Ça,
sera clair que on va dénoter B par quelque chose alpha, C par bêta, et A me donne égal à moins alpha, moins bêta. Mais à propos, ce n'est pas obligatoire de dénoter B et C par quelque chose. Je peux écrire directement A égale à moins B moins C. Alors, quand on revient au V lambda 2, nous obtenons quelque chose de la forme. Si je fais la notation, je dois la garder. Moins alpha moins bêta, alpha, bêta, avec alpha et bêta réel. À propos, dans ce cas, V lambda 2 sera, quelle sera sa dimension? Deux. Exactement. Et j'ai besoin d'une base de V lambda 2. Pourriez-vous me dire une base? Moins 1 et 0. D'accord. Et la deuxième? Moins 1, 0, 1. Très bien. OK. Mais je vous rappelle que la théorie nous dit qu'on a besoin d'une base orthonormée. Et regardez qu'on a deux problèmes. La première est que les vecteurs n'ont pas la norme 1. Mais ça, ce n'est pas un problème très, très grave. Ce sera facile de la résoudre. Mais un autre problème, vérifier si les vecteurs sont orthogonaux. V2, V3, dirons. On dénote les deux vecteurs. Sont-ils orthogonaux? Quel est le produit scalaire entre V2 et V3? Comment on fait? Moins 1 fois moins 1, plus 0, plus 0. Donc, tout ça me donne égal à 1. Oui, différence à 0. Donc, les V2 et V3 ne sont pas orthogonaux. OK? Bon, sont linéaires indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir une base orthonormée à ce moment? On applique quoi? On a parlé pour aujourd'hui, ensemble. Un des trois méthodes. Quoi? Un des trois méthodes. Non, je vais appliquer la méthode de transformation orthogonale. Je ne change pas la méthode. Si j'ai quelque chose que je n'aime pas, OK, ça c'est autre chose. Mais je dois finir avec cette méthode. Je ne peux pas la changer. Nous faisons la normalisée. Exact, on applique Gram-Schmidt. Oui. Exactement. OK, on peut dénoter par U1, mais pas U1, U2 et U3 les nouveaux vecteurs. U2 sera V2 et U3 sera V3 moins la projection de V3 sur U2. Non, V2, je écris ces coordonnées pour les avoir en face. V3, c'est le vecteur moins 1, 0, 1, moins la projection de V3 sur U2. La projection, il signifie le produit scalaire entre V3 et U2 sur la norme de U2 au carré fois U2. OK. On continue, donc sera moins 1, 0, 1, moins le produit scalaire entre V3 et U2. V3, U2,
il signifie le produit scalaire entre V3 et V2, n'est-ce pas? Et c'est déjà calculé. Je l'ai calculé, c'est égal à 1. La norme de U2 au carré, si vous regardez, sera 2 au carré. OK? Donc, sera 1 sur 2 fois U2, c'est-à-dire V2, c'est moins 1, 1, 1, 0. OK, nous obtenons moins 1, 0, 1. Bon, moins 1 demi, 1 demi là-bas, 1 demi et 0. Donc, tout me donne moins 1 plus 1 sur 2, c'est seulement moins 1 demi. Moins 1 demi et 1. OK. Mais si nous calculons la norme de U3, ça sera 1 sur 4 plus 1 sur 4 plus 1, c'est-à-dire sera 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire c'est 3 sur 2, différent à 1. OK, donc pour obtenir un ensemble de vecteurs, une base orthonormée, je vais définir Q2 comme U2 sur sa norme. Mais la norme de U2, c'est quelque chose de facile, non? C'est racine carrée de 2. Alors, nous obtenons Q2 moins 1 sur racine carrée de 2. 1 sur racine carrée de 2 et 0. Ça, c'est Q2. À propos, la norme de U3, je suppose qu'on peut l'écrire comme 3 sur racine carrée de 6. J'aime mieux de l'écrire sous cette forme. OK, Q3 sera U3 sur la norme de U3. Alors, nous donne combien? Qu'est-ce que nous obtenons? Quand on prend U3 et on divise par sa norme, ça signifie que je vais multiplier par racine carrée de 6 sur 3, moins 1 demi, moins 1 demi et 1, ou je peux écrire directement comme moins racine carrée de 6 sur 6, moins racine carrée de 6 sur 6 et racine carrée de 6 sur 3. Si nous voulons, on peut écrire encore une fois comme moins 1 sur racine carrée de 6, moins 1 sur racine carrée de 6 et racine carrée de 6 sur 3. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 6, j'obtiendrai 6 sur 3 racine carrée de 6. C'est évidemment que c'est 2 sur racine carrée 2 sur racine carrée de 6. Et voilà, et Q3. OK, et finalement, on peut écrire la matrice P. La matrice s'écrit avec tous les vecteurs. Elle aura quel vecteur? Q1, Q2 et Q3. Malheureusement, je n'ai pas en face Q1. Combien c'était Q1? Ah, je me rappelle, c'était facile, non? C'était 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3 et 1 sur racine carrée de 3. Q2, c'est
moins 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2 est 0. Et le dernier, c'est moins 1 sur racine carrée de 6, moins 1 sur racine carrée de 6 et 2 sur racine carrée de 6. Ok, j'ai construit P. Et la dernière étape, si on pose x, y, z comme P fois, on utilise aussi y1, y2, y3, nous obtenons f de y1, y1, y2, y3 comme, et maintenant il faut être attentif un peu quand on écrit les coefficients de y1 au carré, y2 au carré, ainsi de suite. Au y1 au carré, quel coefficient je vais poser? C'est une vérification si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a parlé au point précédent? Qu'est-ce que je fais? Je répète. Je vais dans la matrice P et je regarde ce vecteur 1 sur racine carrée de 3, ainsi de suite. C'est de l'espace vectoriel associé à lambda 1. Lambda 1, si je me rappelle, c'était égal à 4. Puis, la deuxième colonne, c'est de V lambda 2. V lambda 2, c'était égal à 1. Donc, c'est y carré au carré et aussi y3 au carré. Et voilà f apporté à sa forme canonique. Enfin, après tous ces calculs. C'est clair? Oui. Bon. J'ai préparé des autres choses, mais malheureusement, il est déjà trop tard pour continuer. On n'a pas fait ni pause. Ok. Je vous remercie pour votre présence. J'apprécie l'effort que vous faites et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine. Ok? Bonne soirée à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir.